On commence... Bon, voilà, il est 12h30, on commence gaiement, bien sûr, sans douleur, ça va. Bonjour, Jessie. Bonjour, Dani. Vous avez passé un bon week-end? Oui, ça a été, oui. Ça a été moins bien pour moi, mais enfin, ça va aujourd'hui. J'ai pas eu le musical, je l'ai échappé belle. En tout cas, aujourd'hui, on va recevoir donc dans l'ordre Willy Rosier, qui est le directeur du CTIG. Vous savez que le CTIG, c'est le comité de tourisme des îles de Guadeloupe. Ils viennent de changer de patron, et justement, on va en parler avec lui tout à l'heure. Ensuite, on va recevoir les salariés de Canal Antilles qui sont en grève. Maïté Hubert est déjà là, et vous savez que depuis 6 jours, ces salariés sont en grève. Habitant à chaud, donc on va discuter avec eux tout à l'heure. On fera un petit tour dans l'histoire, puisque nous sommes le 7 mars 1833, les nègres, les hommes de couleur, pour la première fois avaient l'occasion de voter. Laura Mann vient nous expliquer en quoi c'était une date importante. Et puis, en fin de session, si vous souffrez comme Jessie ou moi de l'arthrose, ou si vous ne souffrez pas, vous saurez tout sur l'arthrose avec Mélissa Gondin. C'est une ostéopathe que nous avons invitée spécialement, parce que vous savez que l'arthrose, c'est une des maladies les plus fréquentes et qui cause le plus de congés de maladie un peu partout. Voilà ce qui est pour le sommaire des talks. Pour l'info, elle est aussi importante, et c'est Jessie tout de suite qui va commencer. Bonjour à tous, et dans le titre donc, de ce 7 mars, le nouveau sous-préfet Jean-Michel Jumez a été nommé par décret du 19 février 2016. Il a pris ses fonctions ce matin à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Et le comité des usagers de l'eau en Guadeloupe se sont réunis samedi soir à Capesterre-Belle-Eau pour une conférence publique sur la problématique de l'eau dans notre région. La population doit être représentée dans le syndicat unique de l'eau. C'est le but du comité qui s'agrandit avec des personnalités de choix. Et dans le cadre de la fête des grands-mères, l'Académie du Cas organisait hier à Pointe-à-Pitre une manifestation culturelle pour célébrer l'événement. Une manifestation qui s'est clôturée hier matin donc au Memorial Act. Et... Pardon. Oui. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, je vous disais que on va commencer tout de suite avec le journal, et tout de suite on va d'après ce que vous m'avez dit dans les titres, découvrir ce nouveau sous-préfet. C'est Jean-Michel Jumez, c'est bien ça? Exactement. Et donc Jean-Michel Jumez, c'est le nom, comme je le disais, de ce nouveau sous-préfet à Pointe-à-Pitre qui a été nommé le 19 février. Il occupait depuis 2013 le poste de secrétaire général de la préfecture de la Vendée. Jean-Michel Jumez remplacera donc Martin Djeguer, qui a été nommé préfet de la Guyane au mois de janvier. Nous étions présents ce matin à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre pour sa prise de fonction qui a démarré par une rencontre avec Jacques Bangou, le maire de Pointe-à-Pitre. Reportage tout de suite avec Charlie Dagonia. Alors je suis d'abord très content de cette nomination ici à Pointe-à-Pitre, qui est un poste de responsabilité. J'ai eu déjà ce matin l'occasion de rencontrer le maire de Pointe-à-Pitre, de voir ce qu'étaient ses préoccupations. Il m'a beaucoup parlé de questions de sécurité, il m'a parlé également de rénovation urbaine, il m'a parlé de logement social, donc toute une série de dossiers sur lesquels, bien entendu, je devrais me plonger très rapidement. Je n'oublie pas, bien entendu, les questions qui sont liées au chômage. Là aussi, je crois qu'il y a beaucoup à faire, mais j'ai découvert en tout cas Pointe-à-Pitre, une ville active, et je vois qu'il y a un beau potentiel et beaucoup d'atouts. Alors j'ai eu des contacts avec lui, bien entendu. Vous savez, il y a une continuité de l'État, et je sais ce que sont les priorités donc de l'arrondissement. J'ai eu plusieurs contacts avec lui. Je sais qu'il avait un excellent relationnel avec les élus. Il était très engagé, et je devrais bien entendu être à la hauteur. C'est ce que je vais m'attacher à faire dans les semaines qui viennent. Je pense que je suis un homme de communication. J'aime beaucoup le contact avec les gens. J'ai eu l'occasion d'exercer déjà en Outre-mer, et je sais qu'en Outre-mer, le contact humain compte énormément, et je suis déjà bien formé sur le sujet, et vraiment je souhaite rencontrer le plus rapidement possible à la fois les élus, mais également la population de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre. Et on continue donc avec les sujets de l'actualité d'aujourd'hui. Samedi dernier, à Capesterre-Belle-Eau, le comité des usagers de l'eau en Guadeloupe organisait une conférence publique sur la problématique donc, de l'eau dans notre région. Ils veulent que le comité soit représenté au sein du syndicat unique de l'eau, un comité qu'a rejoint Olivier Servat, vice-président de la région Guadeloupe, et Patrick Gob, conseiller en entreprise et politique sociale démocrate. Tout de suite, le reportage avec Olivier Moradel. C'est un combat de longue haleine.
Et ce soir encore, vous avez entendu des témoignages des citoyens, plus ou moins des usagers guadeloupéens, qui ont des difficultés majeures et qui ne cessent de réclamer que ce système fondamental créé par un certain nombre de politiques démagogues qui a été mis en place arrête et donner ce qu'il faut, de l'eau à l'usager 24 heures sur 24 avec un prix raisonnable pour l'ensemble de la Guadeloupe et avec une canalisation propre et neuve. Voilà ce qu'on demande. Il faudrait derrière ça qu'il y ait une régie, une simple régie pour la Guadeloupe avec une usine de production d'eau. C'est ça qu'on veut. Comment peut-on comprendre un pays avec 405 000 habitants, il y a 5 syndicats, il y a etc. de régies, alors qu'en Île-de-France, vous avez une régie autonome qui sert 4 millions d'habitants, une seule régie, une régie autonome sur le plan financier. Par conséquent, je suis tenté de dire, il est temps de prendre les bons exemples et d'arrêter ce désordre autour de l'organisation, alors que ce n'est pas un problème d'organisation, c'est un problème de volonté et qu'on identifie les bonnes personnes pour être autour de la table. Je crains qu'aujourd'hui, on ait envie encore de recommencer ce qui s'est passé depuis 1963, c'est-à-dire les mêmes autour de la table. Par conséquent, les mêmes individus feront les mêmes choses, c'est-à-dire une non-gestion effective de l'eau. Et encore une fois, vous entendrez un rapport de la Chambre régionale des comptes qui vous dit mais à quoi a servi l'argent des usagers si ce n'est à faire des fêtes, à faire des voyages, bref, à faire des choses qui ne correspondent pas aux besoins des usagers de l'eau. Et il est normal qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait une vraie transparence, il faut que le comité des usagers de l'eau soit partie prenante de telle manière que la transparence soit présente et que demain, nous ayons une vraie structure pour la production de l'eau, l'adduction, le stockage et la distribution de l'eau. Si nous avons eu ce soir à nos côtés des représentants politiques à tout niveau et d'autres personnes qui ont la liberté publique d'en parler, c'est que ça prouve que ça monte un crescendo et que l'usager a besoin de ça, besoin d'écouter d'autres personnes que nous et pour faire valoir nos droits. Et ce sont ces gens-là qui étaient là ce soir en notre compagnie et qui nous ont prêté serment d'ailleurs pour dire oui, il faut que le comité de l'eau, le comité des usagers soit représenté partout en Guadeloupe, dans tous les instants, non seulement à la commission consultative, mais dans les conseils d'administration qui se trouvent au sein des comités d'agglomération, au sein de la région, au sein du département et normalement dans toutes les régies syndicats et aussi là où se trouve le fermier qui a bouffé tout l'argent des Guadeloupéens. Et Danick, donc on reçoit le CanalSat, c'est ça? Oui, on reçoit des salariés de CanalSat qui sont en grève depuis déjà 6 jours. Maïté Hubert et Frédéric Blocaille, bonjour. Bonjour. Alors, première question qui pose les autres, qui motive un mouvement Azot? Eh bien, ça clair, il faut savoir que mardi soir, direction à Canal Plus licencié un salarié, 4, sans motif réel et sérieux. Il faut savoir que ça a suivi plusieurs d'autres licenciements qu'il y a déjà fait et nous constater effectivement que depuis quelque temps, c'est en politique qui menait comme ça pour faire en sorte que tous les 4 Guadeloupéens disparaissent dans cette société-là. Donc nous disons que nous ne sommes pas d'accord et nous décidons de mobiliser. Alors là, on a dit on motive pas qui passe au lieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire que normalement, là, puisqu'il y a toujours un code du travail, même si on veut mettre à terme, mais il existe toujours. Et qui a protégé les salariés et qui a dit comme ça qu'on ne peut pas du jour au lendemain licencier comme ça un salarié si on pas ni en cause réelle et sérieuse. Et là, il n'y a pas en capacité de prouver justement que les salariés là commettent en faute. Qui a prouvé que c'est ça réel, que c'est vraiment réel, mais pourtant, directement, il reçoit un courrier qui a licencié. Donc, nous avons dit que ce n'est pas normal. À partir du moment où un salarié a 17 ans d'ancienneté, qui a toujours fait travailler correctement, il n'a pas jamais recevoir pour un avertissement, pour un blâme, pour un courrier, pour un entretien, ni quoi que ce soit. Du jour au lendemain, il a trouvé en faute et il a décidé qu'il n'a pas fait travailler, donc il a licencié. Alors, 6 jours après que grève a commencé, est-ce que commencer ni dialogue en concertation, blocage, peut-être qu'on peut dire nous ça, entre les autres et direction à Canal? Pour l'instant, la direction, pour rien daigner parler de nous.
Ils n'ont jamais essayé de contacter nous, ni essayer de proposer nos arrangements, ni on rencontre rien. Mais on tient à signaler aussi que par rapport à la faute grave, là, je te dis là, ni quelques mois de ça, nous étions en classification, il fait nous comprendre que poste là, ça, pas ni pour impact et pour importance en les sociétés-là. D'accord. Donc, du coup, oui, donc du coup, là, il y a dit qu'ils font faute grave qui n'y a atteint à la société-là. Donc, c'est des discours différents. C'est bien pour montrer qu'il n'y a pas rien, qu'ils veulent licencier collègues en nous sans raison valable. Alors, traditionnellement, on a toujours dit qu'à Canal Plus Antilles, ça te passé bien. C'est M. Bakovic qui dit moi son foi. Que pas de ni problème, tout bit était en autre, voilà ça, on a l'impression que ça a basculé là. Non, c'est-à-dire que c'est sournoisement. Au début, il faut savoir que moun pas réagi parce que tu as fait comprendre que c'était des projets personnels que c'est moun la teni, donc c'est yo qui mandait des parties, mais au fur et à mesure, ils rendu compte que c'est moun la te refusé partie, donc ils étaient obligés de passer en phase supérieure qui c'est carrément le licenciement. Et c'est comme ça que nous commençons par les bas collègues nous pour dire qu'il faut nous faire attention. Parce que c'est tout le monde qui peut être touché. Demain, pour le monde pas protégé, à pas parce que ni c'est l'UGTG ou bien ou qu'a décidé de parler trop fort ou pas d'accord. Non, c'est n'importe qui monde. Dans la mesure où l'objectif c'est simplement de réduire la masse salariale au maximum pour qu'on puisse continuer à faire bénéfice à eux, millions de bénéfices à eux, si d'eau à Guadeloupéen, et faire en sorte surtout que pas ni pour contestation on dit dans là. Et comme effectivement nous sommes au syndicat que nous pas laisser passer n'importe quoi et que nous revendiquer nous du bout, alors il y a regarder qui gens est-ce qu'il y a supprimer syndicat là et en même temps qui gens il y a supprimer des Guadeloupéens qui pas d'accord ou bien qui pas couché qui pas la ventrice. Donc, ils ont décidé de mettre en route toute qualité monde comme ça. Mais situation sociale, situation financière d'entreprise là, bon ou bien il y a un cas dégradé? Situation là très très bon, puisqu'il faut savoir que c'est une entreprise qui a fait plus de 40 millions de bénéfices et qui dessus quoi qu'a bénéficié 40 millions de bénéfices nets. Oui, oui. Et dessus quoi qui a bénéficié du CICE. Et nous constatons qu'il y avait montant à le CICE, il y a couvert pratiquement toute augmentation qu'il y a pu faire dans le cadre des NAO de la masse salariale. Donc c'est une entreprise qui a fonctionné très bien. Faut savoir que la masse salariale n'a pas représenté 3% dans toute charge à eux. Oui, et ça veut dire que mais si on prévoit une conférence de presse demain, ça veut dire que vous avez risqué de réduire bout là, comment on dit? Non, c'est-à-dire que nous avons estimé que ça c'est un problème qui a touché tout Guadeloupéen, à part qui travaillait à Canal. Il faut savoir que c'est tout partout que ça a fait, sauf que peut-être des fois, travailler qu'à paix, il n'a pas osé du bout et dit qu'il n'est pas d'accord. Donc, nous avons estimé qu'il faut Guadeloupéens au courant et porter force à dans le combat là, d'avoir que c'est d'aimer toute population guadeloupéenne qui disparaît. Puisque nous avons bien vrai, au fur et à mesure, midi à midi, c'est de travailler l'autre bord qui a sorti et qui prend place dans l'entreprise là. Donc, les demain là, qui arrive, on constate qu'il n'y a pas de monde en dans là encore, d'avoir que tout salarié guadeloupéen qui est en dans là, qui est dehors. Et demain, donc, conférence de presse et son mouvement, je vais étendre nécessaire. Oui, nous devons étendre et faire monter pour qu'on puisse bien comprendre que nous déterminer et nous pas parer à la guerre parce que c'est une injustice totale et qu'il j'allais aussi pour Guadeloupe prendre conscience des problèmes qu'il y a en pays là et qu'il y a du bout pour dire arrêter profitation là ça. Ok, ben Maïté Hubert et Bloukaï, merci. De manière, nous continuer à suivre à faire là ça, puisque bon, nous-mêmes nous à la télévision et donc nous concernés par ça et qu'a fait dans la télévision et donc au niveau à Canal, nous sur les autres que nous continuer ce mouvement là. Sinon, ben ici, on continue le mouvement et on reçoit le journal et on reçoit M. Rouzier tout de suite après. Merci. Merci. Et Danick, donc on continue donc sur la santé au travail. Les conséquences des maladies professionnelles et des accidents de travail peuvent être très graves. C'est pour aborder ce sujet que le lycée Gerty-Archimède organisait vendredi dernier dans son établissement un petit déjeuner autour du thème santé et sécurité au travail. Une matinée qui a permis donc de sensibiliser les entreprises invitées à la protection des risques professionnels et surtout les informer sur l'évolution de la législation afin qu'ils puissent mieux accueillir les élèves stagiaires. Reportage tout de suite avec Jeff Taylor. Je m'aperçois que malgré que je suis professionnel depuis très longtemps et que je travaille à mon compte depuis un certain nombre d'années,
Je n'étais pas informé sur certaines choses importantes qu'on appelle le DU, qui concernent les règles de disposition de sécurité au sein des entreprises. Je n'avais pas été sensibilisé sur l'importance des règles de sécurité au sein de mon entreprise, et sachant que je reçois des stagiaires, il est important de les mettre en place. Le public, c'était les chefs d'entreprise. Faire le parallèle par rapport à le partenariat qu'on échange pour nos stagiaires quand ils vont dans ces entreprises. Parler de la prévention parce que c'est un domaine qui demeure quand même capital, et leur donner des pistes quand ils le souhaitent, d'avoir les endroits où ils peuvent se faire former leur personnel pour eux, et pour surtout un meilleur encadrement de nos stagiaires quand ils viennent dans leur entreprise. Pour nous, c'est une matinée essentielle, c'est une première, et donc j'ai considéré que c'était important de faire venir les entreprises pour qu'elles aient un maximum d'informations, puisque la loi évolue tout le temps par rapport à la protection des travailleurs, par rapport à ce qu'on appelle les risques professionnels. Et donc, pour nous, inviter les entreprises qui nous accueillent nos élèves en permanence en entreprise, lors des périodes de formation en milieu professionnel, c'était important pour que l'entreprise sache ce à quoi elle s'expose et qu'est-ce que nous mettons à leur disposition. En plus, c'était un moyen pour nous de leur dire: nous vous demandons de former vos salariés, mais nous, les élèves que nous vous envoyons, qui viennent chez vous lors de leur période de formation au milieu professionnel, eh bien, ils sont formés sur les risques électriques, les risques chimiques, les risques liés à la manipulation des charges, et ils sont formés aussi à ce qui concerne la formation sauvetage sur prise de travail. C'est une initiative de l'éducation nationale avec le lycée de Morne-à-l'Eau, et où la CGSS est intervenue pour justement valoriser un partenariat que nous avons depuis des années, de faire rentrer la formation à la santé sécurité au travail depuis la formation initiale de nos jeunes. Demain, quand ce jeune-là a pris conscience des enjeux de sa santé au travail, il est capable de faire les bons gestes et de porter les équipements, de respecter les règles dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'était une manière de faire ce partenariat entreprise, éducation nationale, CGSS, et d'entraîner, parce qu'on va mettre en place une nouvelle action avec les 3 acteurs pour être dans du partenariat gagnant-gagnant avec élèves, enseignants, chefs d'entreprise et nous-mêmes les institutions qui contrôlons et qui ne voulons pas qu'il y ait des accidents de travail et des maladies professionnelles pour nos futurs salariés et futurs dirigeants. 12h49 dans le ZCL, et il est arrivé, bien sûr, victime des embouteillages de la ville, et c'est tout à fait normal. Willy Wozier, bonjour. Bonjour. Il est directeur du CTIG. CTIG, je l'ai dit tout à l'heure, sur le comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Alors, je le disais tout à l'heure en off, on a le sentiment chez les professionnels du tourisme que tout va bien en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, tout va assez bien, oui. Tout va assez bien. Oui. Bien évidemment, dire que tout va bien serait présomptueux. Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Il y a toujours aussi des risques, hein, notamment l'impact du Zika qu'il faudra aussi regarder de près, tenir compte. Mais globalement, nous vivons une saison exceptionnelle. Et puis, nous avons vraiment, aujourd'hui, nous sommes en train de réussir notre challenge de diversifier réellement la clientèle, en particulier par un afflux important de clientèle nord-américaine et canadienne. Et ça, c'est dû à l'ouverture de transatlantique, on peut l'appeler comme ça, entre la Guadeloupe et les États-Unis. Oui, tout à fait, entre la Guadeloupe et les États-Unis, et puis renforcement des liaisons avec le Canada aussi. Oui, donc tout ça, ça joue. Alors justement, par rapport à cette ouverture sur les États-Unis et puis le nord américain, comment vous voyez quel type de tourisme qu'il faudrait développer en Guadeloupe? C'est une très bonne question. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que le touriste a changé, le touriste américain a changé aussi. Il ne se complaît plus à rester dans un hôtel. Aujourd'hui, il veut vivre une expérience. Donc, on lui donne cette possibilité, puisque les séjours peuvent être de 3 jours, de 5 jours, d'une semaine. On donne cette possibilité de goûter en fait à notre identité guadeloupéenne.
qui est une identité caribéenne, qui est une identité véritablement faite d'un mélange entre l'Afrique, l'Inde, la France, et c'est quand même assez atypique parce que non seulement nous avons un archipel très différent, avec des îles très différentes les unes des autres, hein, mais en plus nous avons un ensemble culturel qui est né de différentes cultures venues des quatre coins du monde. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, il y a énormément à découvrir. Il y a une expérience formidable et des retours que nous avons en dehors, bien évidemment, de nos grands succès comme le Memorial Act ou d'autres atouts que nous avons. Les retours que nous avons de plus en plus fréquents, que nous envoient les professionnels, qui sont surpris d'abord ils sont surpris par la qualité d'accueil, de l'accueil des professionnels. Et puis, ils sont aussi surpris par la richesse de notre identité culturelle, de notre culture. Ils s'attendaient pas à une gastronomie aussi présente, aussi identitaire. Ils s'attendaient pas à autant de culture. Et là, aujourd'hui, on a un taux de satisfaction et de gens qui veulent revenir qui est très très important. D'ailleurs, je profite là aujourd'hui pour vous annoncer une grande nouvelle. C'est que nous avons, je ne sais pas si vous connaissez le magazine Condé Nast. Condé Nast, ce sont les publications, ce sont eux qui font le magazine New Yorker. Ils font Vogue aussi. Ils font Vogue, ils font Vanity Fair. Vanity Fair aussi. C'est vraiment la référence en matière de luxe aux États-Unis. En matière de... tous leurs magazines sont de grands succès du luxe aux États-Unis. Et donc, ils désignent un certain nombre ils font un classement dans différents domaines et chaque année ils classent les plus belles destinations de la Caraïbe, les 10 plus belles destinations de la Caraïbe. Et pour la première fois de notre histoire, hein, je le dis bien, non seulement nous sommes dans ce classement de ce magazine de luxe, mais en plus, nous sommes 4e destination. 4e destination la plus belle de la Caraïbe. Et il faut savoir que nous sommes loin devant, par exemple, les Bahamas, loin devant de nombreuses autres îles très connues et réputées de la Caraïbe. Et bon, ils le disent dans leurs commentaires. Ils le disent que c'est la plus belle destination de la Caraïbe française, mais ils disent aussi que pour eux, c'est une chance d'avoir ces vols aussi nombreux en provenance des États-Unis, en provenance de Pointe-à-Pitre. Alors justement, vendredi dernier, on recevait Jean-Claude Rode, le directeur de l'hebdomadaire Le Progrès Social, qui expliquait que pour lui, pour pouvoir recevoir plus d'événements tels que la Coupe Davis, il fallait qu'on revoie l'offre d'hébergement et notamment développer plus les hôtels que les gîtes. Alors, quel est votre avis par rapport à ça? Surtout que maintenant, on nous place comme une destination de luxe. Donc, est-ce qu'il faut plus développer les hôtels ou plus développer les gîtes? Quel est votre avis sur l'hébergement, en tout cas en Guadeloupe? Alors, j'aimerais dire que, pour ce classement, c'est vrai que c'est le magazine du luxe. Je pense que ce qui les intéresse en Guadeloupe, c'est pas le luxe en soi, puisque les îles Vierges, par exemple, les îles Vierges américaines, on y retrouve vraiment tout le luxe mondial, mais c'est pas vraiment ça. Je pense que ce qui les intéresse en Guadeloupe, c'est le charme. C'est le charme de la destination. C'est aussi la liberté qu'on y a de pouvoir goûter un peu à une identité qu'ils ne connaissent pas. Et puis bien évidemment il y a l'aspect aussi destination française, mais il y a vraiment c'est une découverte pour eux, c'est une véritable surprise, c'est presque un choc culturel. Alors pour revenir à votre question sur les hôtels, c'est sûr qu'il nous faut aujourd'hui il nous faut remonter un peu la pente de l'hôtellerie. C'est vrai qu'on a eu la chance de développer beaucoup tout ce qui était petite hôtellerie de charme, tout ce qui était meublé de tourisme, tout ce qui était villa, appartement, mais aujourd'hui il faudra effectivement 2-3 hôtels nouveaux dans les îles de Guadeloupe dans les 3-4 prochaines années, parce que tout simplement l'hôtellerie permet notamment le développement du congrès, le développement de ce qu'on appelle le meeting, tout ce qui est meeting business, tout ce qui est meeting affaires, et puis il est clair qu'à un moment donné
la densité de l'offre se voit aussi, et la densité de l'emploi se voit aussi à travers les hôtels. Est-ce qu'on est sensible à la construction, je veux dire, écologique au niveau du tourisme? C'est peut-être plus développer des complexes d'éco-lodge, un peu comme on peut trouver aux Seychelles ou aux Maldives. C'est quelque chose qui pourrait plaire, ça, à la clientèle américaine? Écoutez, nous avons des produits qui sont sortis l'année dernière, notamment comme les Aqualodge, qui est un produit unique au monde, qui est une maison sur l'eau, entièrement écologique, totalement écologique. Et ce sont des produits effectivement qui plaisent énormément à la clientèle américaine. Mais ce que je veux dire, c'est que concernant les hôtels, le développement durable, le tourisme durable, le développement durable d'une destination aujourd'hui est tout à fait un élément à prendre en compte. On ne peut plus dire qu'on développe du tourisme comme on l'a fait il y a 20 ans, 30 ans. Alors, j'ai le sentiment, parce qu'en regardant un petit peu ce dont vous parliez, un certain nombre de magazines, de publications ont classé la Guadeloupe dans différents domaines, différents magazines, pas seulement Condé Nast. Alors, la question que je me pose, est-ce que les Américains sont en train de nous découvrir, comme dit Christophe Colomb de 2016? Écoutez, ce que vous dites n'est pas faux. Et ils le disent dans leurs publications, que ce soit le New York Times est revenu depuis pour la gastronomie justement, oui. Le Washington Post est revenu, Condé Nast aussi. Aujourd'hui, pratiquement la côte est des médias américains parle de nous comme une destination, comme nous l'avions positionné d'ailleurs sur le plan marketing, une nouvelle destination et une destination à découvrir. Et justement, alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est aussi bien tombé avec le Memorial Act, ils sont aussi très intéressés par tout ce qui est tourisme de mémoire. Ouais. Alors, est-ce que de l'autre côté, maintenant, c'est le côté financier, est-ce que financièrement, on s'en sort? Parce que peut-être pas les hôteliers, mais d'une manière générale, les gens qui vivent du tourisme en Guadeloupe aujourd'hui, les chiffres seront à la hausse. Il y a quelque temps, je me souviens, M. Boudet, quand il était encore là, nous avait fait une démonstration montrant qu'il y avait quand même un petit pic. Est-ce que pour l'année 2015, qu'on fera 2015-2016, on fera le bilan, on verra ça paraître dans les chiffres? Écoutez, la progression en matière de recettes totales, c'est-à-dire ce que produit, la richesse que produit le tourisme est en progression au cours des 5 dernières années de façon assez sensible. Aujourd'hui, on a dépassé le demi-milliard de recettes. Ce qui est important, c'est que on s'en rend compte même au niveau du tourisme de croisière. On a une recette en Guadeloupe qui est, par exemple, le tourisme de croisière. Sur 30 destinations caribéennes étudiées, nous sommes la 10e destination en matière de dépenses du touriste. C'est-à-dire qu'en fait, le touriste de croisière dépense, quand il descend, $90 en moyenne. En Martinique, il dépense $65. Ça fait quand même, on est au 10e rang en termes de dépenses du croisiériste. Et sur le séjour, il dépense à peu près 1100 € pour un séjour. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, alors qu'il y a encore 5 ans, nous étions à peine à la moitié. Donc aujourd'hui, l'offre s'est densifiée. On le voit bien aussi, notamment avec des offres nouvelles comme Caribbean. Bientôt, on aura le Space Hall, c'est-à-dire le toboggan le plus haut de la Caraïbe, perché à 12 mètres d'eau, avec des sensations fortes. On va ouvrir bientôt Ravine Chaude. On a eu le Memorial Act. On a le zoo de Guadeloupe qui ne cesse de s'agrandir et d'avoir des nouveautés. On a un certain nombre de jardins qui, là aussi, font des efforts. On le voit avec Vallombreuse, par exemple. Donc l'offre aujourd'hui en Guadeloupe, elle est vivante. Et l'offre d'hébergement aussi l'est. Alors évidemment pas sur les grands hôtels, mais sur les petites structures, les structures notamment de charme, elle l'est aussi. Chaque année, nous sortons maintenant un catalogue des nouveautés et les gens sont surpris de voir tout ce qui émerge des îles de Guadeloupe. Merci pour l'instant, Willy. On vous retrouve tout de suite après la pub. On prend la page de pub comme d'habitude, il est 13h. On se retrouve pour clore cet entretien et pour bien sûr continuer avec Jessie et nos invités arrivent puisque je vois que Mélissa Grondin est déjà là. Ça ne se passe pas du tourisme, on va parler de l'ostéopathie. À tout à l'heure.
13h07 dans le ZCL. Avant de revenir à l'information, on continue donc cet entretien avec Willy Rosier, le directeur du CTIG, Comité de tourisme des îles de Guadeloupe. Alors, est-ce qu'on peut dire, Willy Rosier, que c'est la politique de promotion de marketing qui aujourd'hui commence à payer 3 ans après? Je crois que vous êtes là depuis 4 ans, c'est ça? 4 ans. 4 ans, je sais plus. Oui, on a mis des outils, qui sont de plus en plus performants, avec un pilotage et un suivi des indicateurs, avec de plus en la recherche vraiment. Ce qu'on veut, c'est estimer de mieux en mieux les retombées de chaque action. Alors maintenant, oui, d'un côté, mais de l'autre, c'est un ensemble. C'est pas que le CTIG, c'est l'ensemble des acteurs professionnels, qu'ils soient publics ou privés. Aujourd'hui, je crois que le challenge, vraiment, c'est celui qu'on s'attelle avec la région, le président de région, c'est vraiment de coordonner notamment les initiatives, les opérations en matière d'offres pour pouvoir avoir une offre cohérente qui permettent de répondre justement à notre expansion touristique, à l'expansion de notre fréquentation, de l'accompagner, et puis aussi une offre qui réponde à notre identité, une offre cohérente par rapport à notre patrimoine naturel et notre patrimoine culturel. Quelque chose qui puisse permettre de faire émerger une marque Île de Guadeloupe, inimitable, qui soit le fruit de notre patrimoine autant naturel que culturel, et qui soit vraiment, comment dirais-je, une référence sur le plan international, tant au niveau de la quantité, donc de l'offre, que de la qualité, donc du service. C'est un peu ça le challenge aujourd'hui, et coordonner tout ça pour accompagner les acteurs, qu'ils soient privés ou publics, dans cette voie-là. Alors ce week-end, j'entends sur France Info qu'en matière culinaire, la Martinique est number one des îles de la Caraïbe. J'avoue que ça m'a un peu surpris, connaissant la cuisine martiniquaise, et je parle en connaissance de cause, puisque j'ai habité là-bas pendant 2 ans, et nous sommes vus en Martinique. Alors vous vous avez aussi travaillé en Martinique, j'imagine que ça peut surprendre quand même. Bon, enfin, si on parle de cuisine, de tradition, si on parle de cuisine de terroir, oui, ça me surprend, parce que là, vraiment, la Guadeloupe, c'est vraiment ici qu'on va trouver la cuisine de tradition, la cuisine locale, partout d'ailleurs, ce qui n'est pas du tout le cas en Martinique. Il y a des produits qu'on trouve ici qu'on ne trouve pas nulle part ailleurs d'ailleurs. Ah ben oui, non mais on est vraiment dans Je ne veux même pas citer le bébélé. on est vraiment dans la cuisine de terroir en Guadeloupe, et d'ailleurs c'est un peu aussi l'objectif du CTIG en 2016 de créer des routes culinaires, de gastronomie de terroir, de cuisine locale, où le touriste pourra un peu se balader comme on le fait dans le sud-ouest avec la route des vins, etc. Et puis bon, après vous savez, il y a des classements qui sortent, certains qui sont plus sérieux que d'autres, notamment en matière de gastronomie. Vous voyez, par exemple, USA Today a lancé un grand concours l'année dernière auprès de ses lecteurs, et la Guadeloupe est arrivée en 2e position dans la Caraïbe après Porto Rico. Oui. Et USA Today, on connaît un peu la puissance de ce média. Alors, il y a quand même des petits points noirs. Je disais, c'est l'ouverture le week-end. Peut-être Jessie en parlait tout à l'heure. Les prix aussi pratiqués. Est-ce que là, il peut y avoir des améliorations? L'ouverture de Pointe-à-Pitre, je parlais le week-end. Alors, il est clair qu'on peut avoir des améliorations, d'ailleurs des améliorations partout. Sur Pointe-à-Pitre, je pense que vous parlez des croisières, en général, on parle des croisières. Nous lançons des initiatives, des tentatives. Par exemple, sur Pointe-à-Pitre, aujourd'hui, nous avons un ensemble de commerçants qui proposent une réduction de 10% sur les articles qu'ils vendent, pour s'aligner un peu sur les autres destinations caribéennes qui font du duty free, du free tax. Et donc là, ça revient à peu près au même. De même, à Destrélan, ils ont adopté ce système. Donc c'est une opération qu'on a montée avec les commerçants de Pointe-à-Pitre, avec certains commerçants de Destrélan, et qui est réservé aux croisiéristes. Alors, le dimanche, nous, on aimerait mettre en place un village sur la place de la Victoire. Vous savez qu'on a maintenant une antenne sur la place de la Victoire qui est ouverte aussi le dimanche. On aimerait mettre en place un village avec la ville de Pointe-à-Pitre. C'est le prochain challenge. C'est pas simple parce que le dimanche, c'est jamais très simple. Mais ce serait probablement ça la prochaine étape. Avant dernière question, Jessie, peut-être.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure de pouvoir lancer la marque Île Guadeloupe, mais je pense que ça passe aussi par la mobilisation de l'ensemble de la population. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a des actions qui sont faites aussi envers la population qui puissent tenir compte de l'importance du tourisme en fait en Guadeloupe? Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Alors, nous, l'opération aujourd'hui qui est très consommatrice de temps, d'énergie, de budget, c'est celle vers les écoles. Vous savez que cette année, toutes les écoles, tous les CM2 de Guadeloupe, la totalité est équipée d'une valise pédagogique qui a un produit très performant, qui a reçu le prix de l'innovation l'année dernière sur le plan national. Et beaucoup d'autres destinations, d'ailleurs, regardent, que ce soit dans la Caraïbe, sur cette valise pédagogique, mais aussi, y compris aux États-Unis, en Louisiane notamment, on regarde un peu comment évolue cette valise pédagogique. On espère pouvoir aller encore plus loin, passer au collège l'année prochaine. Bon, mais il n'y a pas que ça, des opérations de sensibilisation aujourd'hui. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je vois qu'aujourd'hui, toute la population guadeloupéenne est intéressée et heureuse aussi de voir que le tourisme se développe. Et je peux vous dire aussi que certains commencent à créer des entreprises. Et ça me réjouit encore plus que de savoir qu'aujourd'hui, on crée des entreprises, on crée de l'emploi grâce au tourisme, grâce au développement du tourisme. Dernière question, il y a quelques années, je ne sais pas si vous étiez déjà là, la région avait initié les États généraux du tourisme. Et donc, au regard de ce que vous dites sur la construction d'hôtels, le renouvellement du parc, et puis ce que disait aussi Jessie sur la conception générale et l'accueil en Guadeloupe, est-ce qu'il n'y aurait pas encore de nouveau des États généraux à prévoir dans un temps à venir, de manière à ce que cette mobilisation se fasse? Je ne veux pas parler à la place de notre président de région. Oui, on lui posera la question. Voilà, mais je pense que de toute façon, le président de région, M. Chalus, est très conscient de l'importance du tourisme. Il a la volonté, comme il le dit toujours, d'aller encore plus loin. Et là aussi, c'est tout à fait c'est pour nous, c'est vraiment dans le sens que nous souhaitons. Et il a bien vu tout le potentiel que ça peut représenter. Et ça, c'est une très très bonne chose. La prochaine campagne CTIG, c'est démarquant? Alors, la prochaine campagne nationale, il y en a une qui va démarrer cette semaine. Puisqu'on vient juste après la Coupe Davis, pour pouvoir enfoncer un peu le coude et pour rappeler justement toutes... Les spots sont prêts? Les spots sont prêts. Normalement, ils devraient démarrer demain ou après-demain. On aura plaisir à les revoir. Merci en tout cas, Willy Osier, d'avoir accepté en dépit des embouteillages de Pointe-à-Pitre de rejoindre Jarry. On continue le journal et tout à l'heure, on va parler un petit peu santé. C'est pas incompatible avec le tourisme. C'est pas encore le tourisme de santé ici. Peut-être que ça viendra. C'est à Jessie. Et la semaine européenne de la lutte contre l'endométriose a démarré aujourd'hui. Pendant toute la semaine, l'association Caruk Endo en Guadeloupe propose de nombreuses animations pour sensibiliser et informer la population sur cette maladie gynécologique qui touche une femme sur 10 en France. Cet après-midi, l'association Carukira Endométriose sera présente de 14h30 à 18h à la place Gerty Archimède à Morne-à-l'Eau. Elle abordera la question: la pharmacopée locale peut-elle contribuer au bien-être de la femme atteinte d'endométriose? Et on poursuit donc, Danick, le salon de l'agriculture a fermé ses portes hier soir. La Guadeloupe a su mettre en valeur son terroir et promotionner la production locale. Ce fut le cas pour le melon qui bénéficie depuis 2012 du label d'indication géographique protégée et qui voit sa filière s'organiser avec la création de Caribe Melonnier, un groupement qui réunit la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Tout de suite, le reportage avec notre correspondant à Paris, Maurice Cessé. Oui, je pense que plus que jamais, ce melon a sa place en segmentation, bien sûr, avec nos origines bien françaises, qui sont donc Guadeloupe, Martinique, avec leurs saveurs ou ces saveurs qui s'affirment plus que jamais, et surtout par les temps que nous vivons. Nous avons besoin d'une solidarité, d'un rapprochement entre les uns et les autres, c'est-à-dire nous, d'abord sur le terrain, la production, mais la production ça ne suffit pas de produire. Derrière, il faut transporter, il faut distribuer, il faut le consommer. Et je crois que plus que jamais, c'est pour moi aujourd'hui notre sensibilité forte
c'est d'avoir un esprit de partenariat plus que jamais. D'ailleurs, vous devez le voir sur nos panneaux. Le partenariat, c'est avec les fruits, non seulement le melon, que bien sûr c'est un peu l'historique, mais d'autres fruits qui méritent d'autres îles qui sont la Réunion, qui sont l'ananas Victoria, qui sont le litchi dans sa saison, le fruit à passion et autres. Et tout cela, évidemment, nous avons plus que jamais, je pense qu'on vous montre les preuves aujourd'hui, que les partenaires, vraiment les partenaires, les producteurs sont là, leurs présidents sont là. Je pense qu'eux, ils vont avoir un mot à dire également à leur tour. Alors, concernant le melon, en termes d'exportation aujourd'hui, un chiffre? Bon, l'objectif, il est de plus de 2000 tonnes. Si nous faisons, c'est 2000 tonnes minimum. Entre 2 et 3000 tonnes, on va dire, pour la Guadeloupe, 1000 tonnes pour l'île de la Réunion. Donc ça fait quand même, ça fait quand même un volume considérable, du moins en diversification l'export. Et là, comme c'est pas facile de faire diversification à l'export, je pense qu'il a fait ses preuves, ce produit, depuis 30 ans ou plus de 30 ans maintenant, et qui, plus que jamais, il aura sa place dans nos îles françaises, je dis bien, origine France. Absolument. Une exportation essentiellement vers l'Europe? Oui, effectivement, essentiellement vers l'Europe. Nous avons quelques tonnes qui reviennent sur les États-Unis, qui vont également au Moyen-Orient, mais ce n'est pas, disons, potentiel aujourd'hui. 13h17 dans le ZCL, cette fois-ci on va parler de santé et on va inaugurer une nouvelle rubrique, encore une nouvelle rubrique de santé, mais les problèmes de santé sont tellement fréquents dans notre pays qu'il faut effectivement les aborder de fond. Alors cette fois-ci on va parler de l'arthrose du genou et nous avons avec nous, et nous aurons comme ça tous les 15 jours, Mélissa Mondet, bonjour. Bonjour. Alors beaucoup de gens confondent le travail d'ostéopathe et celui de kiné. Oui. Alors quelle est la différence? La différence, c'est que l'ostéopathe, lui, va voir le corps dans son ensemble pour traiter une pathologie. Donc, par exemple, pour le genou, il va aussi bien s'intéresser à la cheville et remonter jusqu'au lombaire et voir encore plus haut au niveau cervical. Voilà, il ne fait pas de massage, l'ostéopathe ne fait pas de massage? Non, ce n'est pas des massages qu'on va pratiquer sur le patient, c'est vraiment des traitements musculaires, ligamentaires, articulaires. Les massages sont réservés exclusivement donc aux kinésithérapeutes et aux masseuses. Donc c'est deux métiers totalement différents. Voilà. Oui. Bien, alors aujourd'hui on va parler de l'arthrose du genou. Paraît-il que c'est une pathologie qu'on retrouve fréquemment maintenant? Oui, parce qu'on a actuellement 9 à 10 millions de personnes en France qui sont touchées par l'arthrose. Donc c'est une maladie, la maladie principale rhumatismale qu'on a actuellement. Donc c'est la cause majeure des congés maladie et des hospitalisations. Donc oui, c'est assez fréquent et donc c'est pour ça que je suis ici pour en parler aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est cette arthrose réellement? En fait, c'est une usure du cartilage qui va se créer due à une pression trop importante au niveau de l'articulation. Donc voilà, ça va créer donc comme on peut voir à l'image, donc une érosion du cartilage qui va entraîner une diminution de l'interligne articulaire et ainsi créer des lésions périarticulaires, c'est-à-dire au niveau des ligaments, des muscles qui se trouvent en périphérie. Et comment c'est soigné par l'ostéopathe? Quel est le travail de l'ostéopathe à ce moment-là? L'ostéopathe, donc il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement curatif pour guérir l'arthrose. Le patient, s'il va venir nous voir, c'est pour soigner les symptômes qui sont liés à l'arthrose, c'est-à-dire les douleurs et la gêne fonctionnelle qui va être liée à cette pathologie. Donc nous, on va s'intéresser à redonner de la mobilité, donc à ralentir l'évolution de l'arthrose en fait. Et le cartilage donc, ne se renouvelle pas? Non, il ne se renouvelle pas. Donc nous, on va essayer de ralentir le processus justement qui va vers la détérioration de ce cartilage. Mais il n'y a pas encore à l'heure d'aujourd'hui de renouvellement du cartilage. Et quels sont les éléments qui facilitent donc, la destruction du cartilage? Justement, ça va être l'appui sur l'articulation. Donc tous les mouvements forcés au niveau de l'articulation, par exemple pour la gonarthrose, ça va être par exemple les mouvements accroupis. Si on reste toute la journée accroupi ou une surcharge pondérale aussi, par exemple, va favoriser l'apparition de l'arthrose à dégénérance au niveau de l'articulation. Et d'après ce que je vois, plus on vieillit, plus on est soumis, on peut être atteint d'arthrose.
Oui, c'est ça. En fait, c'est une usure qui est physiologique, c'est-à-dire... Elle est normale voilà, au départ. Ça. Oui. Mais elle n'est pas caractéristique aux personnes âgées. Oui. Voilà, donc par exemple, les personnes obèses qui vont avoir une surcharge pondérale vont avoir tendance à appuyer donc trop sur l'articulation et favoriser donc la dégénérescence articulaire. Et aussi, les sportifs peuvent avoir l'arthrose? Oui, dû au surménage également, aux traumatismes qu'ils vont subir. Donc pour la gonarthrose, ça va être notamment les footballeurs et les rugbyman par exemple qui vont être soumis à... Ah bon, footballeurs et rugbyman sont victimes d'arthrose? Oui, voilà, parce qu'ils vont ils vont beaucoup utiliser cette articulation-là et voilà, dû au traumatisme, notamment au niveau du genou, par exemple l'état qu'ils vont recevoir, les chutes, les mouvements de torsion, de rotation au niveau du genou. Voilà. Donc c'est les conséquences finalement d'activités peut-être qu'on aurait faites plus jeunes et qui se révèlent à la vieillesse du coup. Voilà, c'est ça. Donc c'est tous les mouvements répétitifs qu'on peut avoir et les pressions exercées. Et comment évolue du coup l'arthrose? Ça dépend. Si on entretient son genou, donc, parce qu'on aurait tendance à croire qu'avec la douleur, il faudrait ralentir le pas et justement rester immobile, mais c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire parce que ça a tendance à souder l'articulation justement. Donc il faut marcher pour pouvoir lubrifier l'articulation et donc huiler l'ensemble au niveau du genou en fait. Mais tiens, est-ce qu'on peut dire que selon la posture, enfin sa façon de se mettre debout, on peut développer ou ne pas développer l'arthrose plus facilement? Oui, exactement, parce que quelqu'un qui aura tendance... déjà, on a des anomalies posturales aussi. Donc, qu'est-ce que c'est une anomalie posturale? Alors, c'est-à-dire, par exemple, on va avoir des pieds plats ou creux. Ça va favoriser des rotations au niveau des genoux. Donc, on va avoir tendance à avoir des genoux soit arqués, donc voilà, ou soit en forme de X, donc à l'intérieur des genoux. Enfin, les genoux vont avoir tendance à se rapprocher en fait. Et du coup, ça va favoriser soit un pincement articulaire à l'intérieur ou à l'extérieur des genoux selon la position dans laquelle on est en fait. Et donc, est-ce qu'on peut dire que l'arthrose touche plus les femmes que les hommes? Je recorde ici. Des études ont été faites et il est vrai que ça touche plus les femmes, surtout pour la gonarthrose, l'arthrose du genou, et notamment après la ménopause, donc due à la fragilisation osseuse auquel est soumise la femme à cette période. Alors, on va entrer dans le vif du sujet, ce qui vous intéresse vraiment, le traitement. Quand quelqu'un victime d'arthrose vient vous voir, qu'est-ce que vous faites pour essayer au moins de soulager la douleur? Parce que quelquefois la douleur est vive et quelquefois aussi, comme vous dites, les gens refusent de marcher. Voilà, c'est ça. Donc nous, ce qui est conseillé, c'est de ne pas venir voir l'ostéopathe en période inflammatoire. De crise. Voilà, c'est-à-dire quand le genou va être gonflé, rouge, donc vaut mieux éviter. Et nous, ce qu'on va faire, donc, c'est essayer de diminuer la gêne et la douleur occasionnées par cette pathologie. Donc on va s'intéresser d'abord au genou et après voir... comme je vous ai dit auparavant, au niveau de la cheville, remonter au niveau du bassin, des lombaires, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui coince, qui gêne. Donc nous, notre but, en fait, c'est de rééquilibrer la personne pour qu'elle soit équilibrée au maximum et qu'elle soit bien sur ses appuis, en fait. Et il y a des conseils à donner pour éviter l'arthrose? Alors le conseil... Il n'est pas trop tard. Le conseil principal que j'ai à donner aux personnes qui commencent à souffrir d'arthrose, c'est justement de marcher régulièrement quand c'est possible. De faire de la marche, quoi. Voilà, oui. Et c'est très conseillé parce que justement, comme j'ai tendance à le dire à mes patients, c'est comme une voiture qui a déjà un certain âge, qui reste trop longtemps, par exemple, au garage. Si on a besoin de la réutiliser, au bout d'un moment, on ne va pas redémarrer au quart de tour. Ça, c'est clair. Le genou, c'est exactement pareil. Donc, on a besoin de le lubrifier, de huiler le genou. Donc, pour cela, il faut marcher. Il n'y a pas le choix. Et il ne faut pas porter la bouteille de gaz. Alors, au quotidien, justement, vous dites qu'il faut marcher, mais avec la douleur, est-ce qu'il existe peut-être des aides techniques pour aider la personne à marcher? Oui, bien sûr. Déjà, on peut utiliser une canne si c'est nécessaire. Après, des aides techniques, ce qu'on peut faire... Après, c'est surtout des conseils, par exemple, éviter de rester accroupi.
Voilà, prendre les escalators ou les ascenseurs au détriment des escaliers. Oui. On peut pratiquer des exercices. Vous préférez prendre l'escalator que l'escalier? L'escalier, c'est très douloureux pour le genou, en fait. Donc, on a tendance à forcer et faire des mouvements qui ne sont pas... Alors, puisque vous avez dit une maladie qui touche beaucoup les femmes, est-ce qu'on porte des talons de 10 cm comme certaines femmes? Pour les femmes qui nous regardent et qui en souffrent, mais c'est très déconseillé aujourd'hui, les talons. J'ai entendu. Bon, en tout cas, il y a des médicaments à gérer pour ça ou quoi? Oui, donc ça va voir le médecin, il peut prescrire des anti-arthrosiques. Et si on voit que la maladie est trop évoluée, donc on va se rediriger vers un rhumatologue pour faire des injections. Alors, il y a 3 stades. D'abord l'ostéo, après le médecin et après le rhumato. D'abord, aller voir le médecin qui va prescrire des examens pour faire une radio pour confirmer vraiment s'il y a arthrose ou non. Et ensuite, oui, le kiné, l'ostéopathe vont, eux, aider déjà à ralentir l'évolution de la maladie. Et si ça continue, il faudra peut-être prendre des médicaments et plus si nécessaire. Et supprimer les talons. Aiguille. Voilà. Au niveau de l'alimentation, aussi, il n'y a pas un aliment plus favorable, on va dire, pour lubrifier le cartilage? À l'heure d'aujourd'hui, comme pour tout, pour n'importe quelle maladie, les fruits et légumes sont très conseillés, l'eau, voilà. 1 litre d'eau par jour. Oui, j'ai 1 litre d'eau. Et pas de talons. Et pas de talons. Voilà. Merci. J'ai pas vu vos pieds ce matin. En tout cas, Mélissa, merci pour cette première intervention. Merci. On va vous retrouver dans 15 jours et on parlera cette fois-ci de la femme enceinte et de l'ostéopathie. De la femme enceinte et l'ostéopathie, un sujet qui va concerner beaucoup de femmes, j'imagine. Il est pratiquement 13h et quelle heure exactement? 13h27. On a encore le temps de développer une info avant de retrouver Laura tout à l'heure pour la page historique. Oui, tout à fait, Danick. Et ce dimanche, c'était la fête des grands-mères. Et pour fêter l'événement, l'Académie du Cas organisait à Pointe-à-Pitre une manifestation culturelle intitulée « Un bon matin au commandement ». Des femmes en tenue créole traditionnelle ont pris le départ depuis la Darse pour une promenade jusqu'au Memorial Act. Une promenade qui s'est terminée par un spectacle de danse au rythme du quadrille. Reportage tout de suite avec Michel Terrasse. Cette journée est particulière puisque c'est aujourd'hui la fête des grands-mères et je me dois forcément de faire honneur à mes grands-mères puisque toutes les grands-mères de la Guadeloupe et du monde, ce sont mes grands-mères. C'est la fête des grands-mères aujourd'hui et je fais partie de l'Académie du Cas. C'est ma première année quand je participe avec eux pour la fête des grands-mères. C'est pour ça que je suis là. Je représente la Guadeloupe, les doudous, les belles femmes de la Guadeloupe et voilà. Je participe à cette journée parce que d'abord je suis une grand-mère et ensuite une grand-mère fière d'être dans mon costume créole et représentant les us et coutumes de mon pays. Voilà. L'association Kamoudjaka, nous sommes venus représenter l'association. Une petite partie de nous sont venus à la journée en l'honneur des grands-mères, organisée par l'Académie du Cas. Il est 13h30 et on se retrouve juste après la pub avec Laura Mann.
Voilà, il est pratiquement 13h36 dans le ZCL et comme prévu tous les 15 jours aussi, on reçoit Laura Mann qui est l'auteur de l'ouvrage que vous commencez à connaître, Les Antilles et la Guyane en 365 dates aux éditions Caribe Éditions. Voilà, c'est dit. Et Laura, bonjour. Bonjour Danick. Alors aujourd'hui c'est le 7 mars. C'est pas un hasard, le 7 mars 1833, c'est passé quelque chose d'important pour les hommes de couleur. Mais avant d'arriver à cette date, on va essayer un peu de définir le contexte, contextualiser, comme qui dirait, quelle est la situation de l'Europe par rapport aux Antilles en ce milieu du 19e siècle. Alors l'année 1833 effectivement particulière du point de vue des droits de l'homme, puisque c'est l'année durant laquelle l'empire esclavagiste commence à s'affaiblir parce que l'Angleterre abolit définitivement l'esclavage et exhorte les autres nations européennes, notamment la France, à en faire autant. La monarchie de Juillet sera beaucoup plus libérale que sous la Restauration et va mettre en place un certain nombre de réformes, notamment la loi du 24 avril 1833 qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui et qui concerne, qui consacre l'égalité politique des hommes de couleur. Alors la question c'est, aujourd'hui quand on dit les hommes de couleur, je ne sais pas si c'est en rouge et vert, en noir et rouge, c'est quoi un homme de couleur à cette époque-là? Alors, à l'époque, on appelle hommes de couleur libres les noirs et les mulâtres qui ont été affranchis ou encore ceux qui sont nés de père et de mère libres. On estime qu'ils sont aux Antilles françaises au nombre de 40 000 et qu'il y a 200 000 esclaves et 8 000 colons. Donc ceux-ci sont en nombre inférieur. Oui. Mais pour autant, en fait, ils mènent la cadence et mettent en œuvre les lois nationales en fait, qui les intéressent et prennent l'initiative des lois coloniales. Alors, il faut dire qu'en 1833, nous sommes à peu près une quinzaine d'années avant la fin de l'esclavage qui est prévu, qui n'est pas encore prévu, mais enfin, comme vous avez dit, le système esclavagiste commence à décliner en Angleterre et particulièrement aux Antilles françaises, où l'esclavage a été rétabli, il faut le dire, après 1802. Et donc, 1833, c'est une date un petit peu charnière, et pour les hommes de couleur libre, le 7 mars particulièrement. Oui, alors, il faut savoir que le 7 mars 1833, le Conseil colonial de la Guadeloupe va adopter un projet qui vise à émanciper les hommes de couleur libres du point de vue politique. Alors, ces derniers, les hommes de couleur libre, avaient obtenu l'égalité civile qui leur permettait notamment en fait, d'avoir des offices ministériels, ce genre de choses. Et là, en fait, on leur accorde l'égalité politique, mais pour la simple raison que le suffrage est censitaire. Oui, alors c'est quoi c'est ça, censitaire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça en 2 mots? Bien entendu. Alors, c'est-à-dire qu'on payait le cens. Donc, il faut savoir que la loi française à l'époque